Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir chers amis. On se retrouve avec une belle équipe, ils sont rayonnants de joie. Thibaut, tu vas bien Thibaut? Oui, je me réjouis pour cette émission. T'es content d'être avec nous? Vraiment. Ça fait plaisir de t'avoir sur cette émission. Jean-Marie, tu vas bien? Oui, je pétille. Tu pétilles, c'est mieux de pétiller que péter tout court. Oh, Et toi Caro, tu vas bien? Yes, parfaitement bien. On est heureux d'être ensemble. Vous savez qu'on s'y retrouve, on parle de sujets vraiment divers et variés. On parle aussi des fois d'approches différentes. Oui. Et ce soir, j'avais le souhait de pouvoir apporter ou réfléchir ensemble à une approche différente. On peut être plus ou moins d'accord. Jean-Marie dirait vous avez le droit d'avoir tort. Mais je reprends tes propos, j'espère que tu m'autorises. Oui, il y a des droits d'auteur, mais ça va. mais je voulais apporter... et revenir sur un sujet qui m'a beaucoup intéressé. Il y a je crois que c'est l'année dernière que vous avez eu une interview du docteur Jean-Michel Fabrizio sur la notion de liberté en Christ. C'était excellent. Le docteur Jean-Michel Fabrizio est psychiatre, il l'était puisqu'il est à la retraite maintenant, psychiatre, psychothérapeute. Et en discutant avec lui, un jour, je lui explique qu'est-ce que je fais pour accompagner des gens qui ont des crises d'angoisse? Puisque moi, je suis passé par de nombreuses crises d'angoisse étant malade. Et depuis, le Seigneur m'a envoyé beaucoup de personnes avec des crises d'angoisse. Donc, sur le moment même, qu'est-ce que je fais de manière très concrète? Et en discutant avec Jean-Michel, il me dit « Mais c'est fou parce que ce que tu fais de manière intuitive, ça porte un nom et ça s'appelle la méthode Vitose. » Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai entendu parler d'une méthode. Je me suis dit, c'est bizarre, moi, j'ai jamais lu dessus. Et j'ai creusé un petit peu dessus. Et effectivement, c'était assez troublant de se dire, mais de façon intuitive et instinctive, des choses que j'avais mis en place pour accompagner quelqu'un dans une crise d'angoisse et où vraiment je peux mesurer l'efficacité avec ou sans, a été réfléchi par un homme qui s'appelait Roger Vitose. Et il y a quelques mois de cela, le docteur Fabrizio m'envoie son livre, puisqu'il a rédigé un livre que je vous montre ici. Alors peut-être qu'il n'est pas à la portée de tous, en tout cas si vous avez de l'intérêt dessus, je vous invite à le lire. Le docteur Fabrizio a été un formateur de la méthode Vitose pendant des années, un des formateurs de renom en France. Je trouvais dommage, c'est un frère en Christ, de ne pas l'entendre sur ce sujet-là. Et je voulais l'aborder avec lui. Alors, le titre du livre, « Une psychopathologie vitosienne, compréhension et pratique pour une guérison des troubles psychiques et psychosomatiques ». Alors, c'est sûr qu'il faut être un petit peu baigné dans ce milieu-là pour comprendre certains termes. Mais vraiment, je crois que ça peut faire beaucoup de bien ce soir, cette émission. Je me réjouis de t'avoir avec, mon cher Thibaut. Il appréhende parce qu'il n'a pas lu le livre et il ne sait pas de comment nous allons l'aborder. Mais nous allons le découvrir ensemble et j'aimerais qu'on puisse accueillir le docteur Fabrizio avec nous. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. On est vraiment heureux de t'avoir avec nous. C'est réciproque, je suis heureux d'être avec vous et de partager ces moments. Pour la deuxième fois sur le plateau, la première émission était vraiment excellente. Et puis, merci d'avoir pris le temps d'écrire ce livre, encore une fois, qui est génial. C'est une présentation. Est-ce que tu veux en dire un petit mot, peut-être ? Oui, c'est un livre qui est né, un peu comme le premier, c'est-à-dire que c'est un travail c'est la résultante de mon expérience, en fait, pendant quelques années, de travail sur Vitose. Donc, mais c'est un livre qui a été écrit d'abord, si vous voulez, j'avais travaillé sur la psychopathologie pour expliquer à mes patients leurs propres problématiques, pour qu'ils comprennent. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand avec mon épouse, on a formé l'association et la formation Vitose à Marseille, eh bien, j'ai continué à développer la psychopathologie et finalement, j'ai écrit ce livre parce que, étant à la retraite, alors je continue, je suis toujours formateur Vitose et notre école continue, mais c'est un livre qui s'adresse à la fois donc aux étudiants, aux praticiens patentés, mais aussi à tout le monde. C'est-à-dire que ça a été écrit pour les patients, donc c'est abordable pour tout le monde. Et on a dedans ça explique comment le cerveau dysfonctionne et comment faire pour le remettre en route. Voilà, c'est un livre très simple et il est accessible à tout le monde. Tout à fait. Alors, peut-être, est-ce que tu peux expliquer dans un premier temps pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la méthode Vitose, la définir? Qu'est-ce que c'est la méthode Vitose?
Alors, peut-être qu'on pourrait partir du fondateur, tu en as parlé, c'est Monsieur Roger Vitoz, qui est né en 1868 et qui est mort en 1925. Bon, il avait constaté que beaucoup de patients avaient du mal à contrôler leurs pensées, leurs émotions, et cet incontrôle génère des tensions psychiques et physiques, bien sûr, qui vont épuiser le sujet. Et bien sûr, ça a des répercussions sur le corps, donc c'est l'ancêtre des maladies psychosomatiques, et bien sûr sur le social. Donc il s'est demandé comment aider les gens. Nous sommes dans les années 1900, hein, donc on n'est pas, il est à l'aube de la psychologie actuelle. Et il a mis au point une méthode qui permet à chaque patient, c'est ça qui est intéressant, de se reprendre en main par lui-même. Et il va reprendre son propre contrôle par lui-même. Donc, comme son nom l'indique, c'est une méthode. C'est-à-dire, en fait, c'est un ensemble de démarches codifiées, c'est une marche à suivre, c'est un mode d'emploi, hein, tout simplement, une technique qui permet une reprise en main de son psychisme. Voilà. Elle permet une restauration sur le plan, on va dire, neurophysiologique, parce qu'elle va travailler sur la présence, sur l'accueil, sur la concentration, elle va travailler sur le jugement, sur la volonté, mais elle reprend aussi, par voie de conséquence, il y a aussi une remise en route de l'orthodoxie psychologique sur le plan cognitif, c'est-à-dire sur la pensée, tout ce qui est réflexion, sur le plan émotionnel et bien sûr, là encore, comportemental. En fait, elle va agir sur les trois fonctions de base du cerveau. Le cerveau a ce qu'on appelle la fonction supérieure de contrôle, c'est ce qui nous permet de travailler, d'être en harmonie complète. Et donc, elle va travailler sur ces trois fonctions qui sont la raison, le jugement et la volonté. La raison, donc, c'est la base, ça nous permet d'accueillir les informations, de les appréhender. Le jugement, ça nous permet de jauger, d'évaluer. Et en fait, la volonté, ça nous permet de choisir, de garder ou d'éliminer et surtout d'exécuter ce qu'on a choisi. Et on s'aperçoit que dans toute pathologie mentale, ces trois fonctions sont altérées. Si on parle de la névrose, par exemple, qui est une maladie commune, comme les phobies, les obsessions, je veux dire, le conflit est internalisé, il est refoulé, il est non verbalisé, et il va y avoir une tension, de l'angoisse qui vont perturber le raisonnement, et par voie de conséquence, on va avoir le jugement va être perturbé. La volonté elle-même est incapable de s'exercer et l'individu subit des troubles consciemment, mais sans pouvoir agir sur lui, et il est dans une impuissance totale. Et Vitoz va donner des éléments là-dessus. C'est pareil, dans la schizophrénie, par exemple, une maladie beaucoup plus grave, on parle de dissociation, de discordance, de désorganisation, de dislocation. En fait, cette fonction, elle est plus cohérente, elle a plus de lien entre elles. La personne qui a une schizophrénie ne raisonne plus juste parce que les éléments qui permettent dans son cerveau sont parasités là par des hallucinations ou bien sûr par l'automatisme mental. Donc le jugement est faussé et là encore la volonté est incapable de s'exercer. Mais si on va plus loin, dans un simple stress, les gens qui vivent un stress permanent, eh bien la raison est faussée. Pourquoi ? Par l'objet du stress. L'individu voit tout au travers d'un filtre, le jugement est altéré, la volonté est souvent fait défaut et l'individu est submergé par son stress et là encore est incapable de réagir. Donc Vitoz va nous donner une méthode, un moyen technique de remettre en route notre contrôle cérébral et à travers d'exercices. C'est très simple, Vitoz. Hein. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est redoutable d'efficacité, mais c'est déconcertant de simplicité. C'est tellement simple que c'est vrai, ça, par rapport à la psychanalyse, qui est très intellectualisée, là, c'est très très simple. C'est un Suisse qui a mis ça. Hein. Il était suisse et protestant, donc deux fois pragmatique, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il a mis une technique, c'est l'horloge suisse, c'est très simple et c'est vraiment des exercices. On va faire des exercices, faire et refaire, jusqu'à ce que les fonctions soient rétablies. On travaille essentiellement sur la réceptivité, on y reviendra, sur la concentration. La réceptivité va rétablir la fonction, la concentration va la renforcer, et puis quand tout est rétabli, on va apprendre ce qu'on appelle des exercices dits d'élimination, où on va éliminer les idées, les émotions qui nous parasitent, et ça va garder, ça va conserver l'intégrité de la fonction. Voilà un petit peu comment ça marche. Alors, à l'inverse de Freud, Freud a cherché le pourquoi de la problématique. Hein. C'est-à-dire, il va explorer l'inconscient pour comprendre pourquoi on est arrivé à cette problématique. Vitoz, lui, va chercher, il va donner comment en sortir. À l'extrême, ce qui est intéressant, c'est une méthode qui est efficace, qui permet de sortir de sa problématique, même si on ne connaît pas les origines traumatiques, même si on n'a pas les origines. Et c'est ça qui est original. Hein, voilà. Vitoz dira, je te cite dans le livre où tu reprends Roger Vitoz, mais il dira « je ne résous pas les problèmes, je les dissous ». Voilà, exactement.
Exactement. Marrant. C'est vraiment. Alors, ça fait drôle, hein, peut-être, Ouais, mais c'est exactement ça. Quand vous pratiquez la Jean-Michel, méthode, j'aime voir la tête de Thibaut. Alors peut-être, si vous venez là, vous êtes en cours de route, allez boire un petit coup d'eau, parce que on parle d'un sujet, on parle du psyché aussi, on parle avec un psychiatre qui a tout son vocabulaire. C'est sûr que toi qui baignes dedans, quand on baigne dedans, moi je m'y retrouve assez vite, mais quand on n'a pas l'habitude d'y baigner, on peut être un peu désarçonné. Mais aussi peut-être, pour aller un petit peu plus loin, l'approche, elle est considérée comme une forme de kinésithérapie du cerveau. Tu me exactement. tu me confirmes ça? Est-ce que tu peux essayer d'expliquer un petit peu pour quelles raisons on l'appréhende comme une kinésithérapie du cerveau? Alors, c'est certain. En fait, le terme original, c'est rééducation. Et c'est un terme qui gêne, parce que il y a une connotation morale. En fait, il ne faut pas entendre le terme de rééducation dans le sens moral, mais dans le sens d'une rééducation fonctionnelle, comme un kinésithérapeute fait une rééducation. Et d'ailleurs, j'avais un patient qui avait bien défini la méthode. Il me dit, c'est une kinésithérapie du cerveau. Donc, ça veut dire qu'on va travailler dans le sens du rétablissement des fonctions par des exercices. C'est très simple, c'est vraiment des exercices à faire. Et si vous les faites correctement et régulièrement, votre fonction cérébrale se remet en route. Mais c'est vraiment une kiné, c'est vraiment des exercices à faire. Alors, on va essayer de rentrer un petit peu dans le concret. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que la méthode appelle la réceptivité et l'émissivité? Qu'est-ce que ça signifie et en quoi c'est important? Parce que, encore une fois, pour nous, je trouve qu'il y a vraiment des perles à recevoir, j'allais dire à réceptionner, tu vois, mais à recevoir pour nous croyants aussi, pour notre vie de tous les jours, parce que finalement, je trouve que la méthode Vitose, au-delà de quand on a des problèmes d'ordre psychique, elle est très utile pour comprendre comment nous fonctionnons aussi à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la réceptivité et de l'émissivité? Alors, oui, c'est la base du fonctionnement cérébral. Notre cerveau a deux fonctions fondamentales. Il reçoit des informations et il donne des réponses. Hein. Donc, recevoir des informations, c'est la réceptivité, et ça va se faire par le biais de nos sens. Tous nos sens, nous sommes en contact avec l'extérieur et nous recevons toutes les informations par la vue, par l'odorat, par le goût, par l'ouïe. Le Donc toucher. voilà. Et ces informations, le cerveau va les stocker dans la mémoire. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis après, il va donner des réponses. Alors, c'est un peu comme un poste, j'allais dire un poste classique, hein, où il va recevoir des ondes et puis il va renvoyer de la musique ou des paroles. Et bien, ce cerveau, il fait la même chose. Il reçoit des informations, il va donner des réponses qui, cette fois-ci, sont cognitives, c'est-à-dire tout ce qui est de la pensée, de la raison, émotionnelle, donc des sentiments, des émotions, des pulsions. Et puis ensuite, la composante finale, c'est toujours le comportement. Donc, je vais réagir en fonction de ce que je reçois et ce que j'analyse. Alors, quand l'enfant est petit, il est réceptif. Le bébé est réceptif. Il reçoit des informations en permanence. Il goûte, il touche, il voit. Il fabrique une grande bibliothèque où il va stocker toutes les informations sensorielles. Et il va mettre après, progressivement, des mots dans les situations. Mais au cours du temps, si vous voulez, avec toutes les expériences de la vie, les traumatismes, on va fausser notre réceptivité. Parce que quand on vit un événement, on vit à la fois l'événement dans sa représentation, on vit le sens qu'on va lui donner au niveau cognitif, et puis ensuite l'émotion qu'elle a suscitée et les signes physiques qu'ont donné l'émotion. Et tout ça va faire un pack dans notre mémoire. Et chaque fois que nous vivons des situations, notre cerveau, qui marche par analogie, va essayer de retrouver, d'essayer dans tout ce que je vis actuellement, il va essayer de retrouver à quoi ça ressemble en moi. Et la réponse qu'il va donner, c'est la réponse qui est préprogrammée. C'est-à-dire que si j'ai eu un traumatisme une première fois et que j'ai donné une réponse, cette réponse va être stéréotypée parce que tout va vers l'automatisme dans le cerveau. Ça, il faudrait le redévelopper, mais tout va vers l'automatisme. Et une fois que c'est automatisé, il y a une réponse qui se fait toute seule, sans le concours de la volonté. Un peu ce que Paul dit, ce que je ne veux pas faire, je ne le fais pas, ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. Voilà, à un moment donné, c'est un problème des automatismes. Et ce qui va se passer, c'est que chaque fois que nous vivons un événement, nous allons l'analyser au travers du cognitif, donc on va l'analyser, et puis on va aussi projeter dessus l'émotion
qui ressemble, qu'on a vécu la première fois et qui ressemble à l'événement aujourd'hui. Ce qui fait que ça devient un comportement stéréotypé et qui s'auto-alimente avec le temps. Ça va créer ce qu'on appelle une dissociation temporospatiale. Et notre travail, Vito, ça va être de recréer une dissociation temporospatiale orthodoxe. C'est-à-dire on va remettre chaque événement dans la réalité pour ne pas réagir d'une manière standardisée dans le passé. C'est ce qui aide, entre autres, à soigner les traumas, etc. Donc, Voilà. Donc la réceptivité, c'est recevoir les informations. L'émissivité, c'est la réaction que je vais avoir au travers aussi de justement toutes les informations reçues. Une autre peut-être notion à développer qui est importante, c'est, et ça tu as peut-être déjà entendu papa le citer, puisqu'il cite de temps en temps le docteur Fabrizio, l'engrammation. Est-ce que tu peux parler de l'engrammation pour comprendre comment fonctionne le cerveau justement ? Oui. Alors, il faut peut-être redéfinir le mot engrammation. C'est ça. Voilà. L'engramme, c'est la trace qui est laissée dans la mémoire par tout événement, mais c'est au niveau, on en parle, l'engramme, c'est un terme technique au niveau bioélectrique. Chaque apprentissage va créer un circuit neuronal qui va servir de mémoire à cet apprentissage. Alors, l'engrammation, bien sûr, c'est le mécanisme qui réalise cette fonction. Donc, ça fait référence à la mémoire, en fait. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand on reçoit une information, ce qu'on appelle des stimuli, donc de l'extérieur, ces informations vont entrer dans notre cerveau par le biais des 5 sens. J'entends, je vois, je sens, je goûte, je touche. Au début, je reçois une information sensorielle, parce que ça passe par les sens, et qui est pure, qui est neutre, mais qui reflète bien l'expérience extérieure. Et puis, comme je vous ai dit, il va y avoir des filtres qui vont se passer au niveau cognitif. On va avoir nos croyances qui vont erroner, on va avoir nos interprétations, et ça va commencer à fausser le regard qu'on a sur l'événement en fonction de notre propre histoire. Là-dessus, le pôle émotionnel va aussi se manifester. On va projeter les émotions anciennes sur l'événement et on va fausser complètement la perception du réel. Et on va enregistrer cette perception dysfonctionnelle dans notre mémoire et elle va devenir une référence qui va passer au filtre tous nos nouveaux événements, mais qui va donner une réponse inadaptée puisque la réponse, elle n'est pas objectivement liée à la réalité d'aujourd'hui, mais elle est liée du passé. Et donc, notre travail en Vitose est essentiellement par la réceptivité. On va reformater le cerveau, on va réapprendre au cerveau à recevoir des informations telles qu'elles sont et non pas telles qu'on l'imagine ou qu'on la projette. Et cette information, elle va rentrer dans le cerveau d'une manière objective et on va avoir donc une nouvelle manière de réagir. Donc, c'est un reformatage du cerveau, la réceptivité, et qui est intéressante. D'ailleurs, la méthode Vitose, moi, je l'appelle, c'est une réinformation cognitivo-émotionnelle et comportementale. On va tout reformater, on va enlever les vieux mécanismes, on va enlever les vieux automatismes, et on va en créer de nouveaux qui sont adaptés à la réalité et qui sont surtout orthodoxes pour pouvoir vivre sans souffrance. Je peux réagir ou... Tu peux, vas-y, après j'enchaîne, mais vas-y, tu peux. Non, mais moi, j'ai l'impression que si dans mon passé, il y a quelque chose qui va traumatiser, il faut que je le règle, il faut que je l'affronte, il faut que je demande pardon si j'ai mal réagi, justement. Et pour moi, j'ai un peu de mal à comprendre un peu le côté où il y aurait autre chose qui vient dissoudre. Non, j'ai l'impression qu'il faut affronter son passé. Si j'ai fait une erreur et que dans mon fonctionnement, je réagis mal, ou si quelqu'un m'a blessé, ce qui a créé en moi finalement un mauvais comportement ou des mauvaises réactions, je dois pardonner et c'est au travers du pardon que je vais apprendre par le Saint-Esprit à changer ma manière de voir les choses. Alors, c'est pas incompatible. Ce que vous faites là, ce que vous venez de décrire, moi je le décris sur le plan neurophysiologique. Donc c'est la même chose. Dans le Vitose, il n'y a pas de déni. Je ne vais pas dénier tout ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu. Simplement, il y a un travail de prise de conscience. D'ailleurs, toute guérison nécessite d'abord une prise de conscience. Tout pardon nécessite une prise de conscience et demander pardon. Mais là, c'est pareil. Quand je sens qu'il y a un problème qui me gêne, je ne vais pas le refouler, je ne vais pas le dénier, je vais le regarder en face, je vais l'analyser et ensuite je vais voir comment le résoudre. Alors, spirituellement, bien sûr, il y a un pardon, il y a une prise de conscience. Psychologiquement, il y a peut-être des traumatismes à régler. Mais la technique, moi je vous donne une technique qui vous donne un plus. Si vous avez remarqué, enfin, moi en tant que thérapeute, j'ai remarqué, c'est ce qui m'a amené vers la Vitose, c'est que quand on fait une psychothérapie, et même à certains moments, même quand j'ai écouté des chrétiens, je suivais des chrétiens aussi, je veux dire, il y a la prise de conscience de la problématique n'entraîne pas obligatoirement un changement. Et parfois, il y a une incapacité au changement.
Eh bien, la méthode Vitoz, c'est une technique de changement. C'est ce qui m'a plu. C'est-à-dire qu'entre la prise de conscience et le passage à l'acte, il y a cette technique qui me permet de passer à l'acte. Si je suis phobique, que j'ai peur des ascenseurs, des lieux clos, et que j'ai compris par la psychanalyse, par la psychothérapie, la médiation verbale, que quand j'étais enfant, j'étais enfermé et que depuis, j'ai peur des espaces fermés, ou un jour, j'ai été coincé dans l'ascenseur, j'ai failli m'étouffer. Donc, à partir de là, j'ai développé ce qu'on appelle une phobie. Eh bien, il faut savoir que par le mécanisme que je vous disais tout à l'heure de la mémoire, il va se passer une chose, c'est que chaque fois que j'approche de l'ascenseur, mon cerveau va repérer la porte de l'ascenseur et va se rappeler l'angoisse que j'ai eue et il va la réveiller. Ce qui fait que même si j'ai compris que quand j'étais gamin, on m'a enfermé ou qu'un jour je suis resté dans l'ascenseur, le fait même de penser le mot ascenseur, de voir un ascenseur, de m'approcher d'un ascenseur, va déclencher par des automatismes une crise d'angoisse et même une attaque de panique. Et même si j'ai compris pourquoi, je ne peux pas l'empêcher. Et c'est là où la technique intervient, parce qu'elle va permettre de contrôler sa charge émotionnelle, donc de contrôler, et de revenir à la réalité, et se dire que dans l'ascenseur, se dire, et l'intégrer bien sûr, se dire qu'il n'y a pas de danger, l'ascenseur ne meurt pas étouffé dans l'ascenseur. Hein. Voilà. Mais donc, ça empêche, c'est pas incompatible avec la dimension spirituelle, je veux dire, où il faut prendre conscience, sauf là, je vous donne un moyen. C'est Paul, quand il dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais, et ce que je veux faire, je ne le fais pas, ben là, on nous donne les moyens de faire ce qu'on veut et de ne pas faire ce qu'on ne veut pas. Voilà. Alors, mais c'est une technique. Peut-être mais c'est pas incompatible. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Jean-Michel. Peut-être pour abonder dans ce sens-là, et je pense qu'il faut prendre la mesure aussi. Là, on parle peut-être de blessures que je vais avoir, de choses. Jean-Michel accompagne aussi des gens avec des troubles psychiatriques lourds, avec des types de névroses, c'est-à-dire des TOC, etc., ou des méthodes de la même manière que quelqu'un qui a une jambe cassée a besoin d'une rééducation de la jambe, il ira voir aussi un spécialiste qui lui donne des exercices, il peut avoir la foi, il peut prier pour, il peut faire beaucoup de choses, mais finalement le psyché, et là on parle du cerveau, hein, puisque le cerveau, l'engrammation, c'est un système qui fonctionne dans le cerveau, la réception par nos 5 sens fonctionne par nos cerveaux, l'émissivité de la même manière, finalement a peut-être aussi besoin de temps en temps d'une aide qui n'est pas que spirituelle, mais qui n'est pas du tout en opposition dans la démarche. Peut-être pour aller un peu plus loin, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie, Jean-Michel. Mais à l'époque, tu m'as dit, mais ce que tu fais de manière intuitive, c'est la méthode Vitoz pour accompagner des gens en pleine crise d'angoisse. Et qu'est-ce que je conseillais aux gens et qu'est-ce que je fais pour accompagner des gens? En fait, c'est simplement, quand quelqu'un a une crise d'angoisse, c'est comme si moi je donne souvent cette image, c'est comme si ses pensées sont une bille dans un flipper qui tape partout dans tous les sens et il n'y a plus aucune maîtrise sur la pensée. Et ce que je donne comme conseil ou j'accompagne si la personne est à côté de moi, c'est de recentrer ses pensées sur un point très concret pour que la concentrer sur une tâche très concrète où son cerveau s'active pour que petit à petit elle reprenne le contrôle des pensées. Par exemple, quelqu'un qui a des crises d'angoisse, qui est vraiment n'a même plus à l'impression des difficultés respiratoires, etc., je vais l'amener sur le parking de l'église, ça m'est arrivé plus d'une fois. Déjà, je vais lui dire bois un coup. Reprendre la sensation de l'eau qui descend dans sa gorge. Ok, mon cerveau se concentre sur la sensation de l'eau qui descend dans sa gorge. Ensuite, je vais dire maintenant, tu vas me compter toutes les voitures rouges de l'église. Et il va se concentrer et je vais pousser son cerveau à se concentrer de manière très concrète il n'a pas le choix. C'est suffisamment compliqué pour qu'il ait ses yeux, le calcul à suivre, etc., où il va faire ça. Où je vais lui demander de réciter l'alphabet à l'envers. Ou bref, je vais lui pousser à se concentrer de manière concrète. Et pourquoi je dis ça, et c'est pour ça qu'on en parlait, Jean-Michel, dans la méthode Vitoz, l'approche, c'est quoi? C'est on ne peut pas, on a besoin de notre corps pour soigner aussi le psyché. En quoi aujourd'hui, et c'est, je pense, qui est le plus frappant, le corps est essentiel pour aller mieux au niveau de son psyché, Jean-Michel? Oui, je reviendrai simplement sur ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce qu'on fait avec les patients, on appelle ça la décentration en fait. Et en fait, il y a un enfermement. La problématique, c'est que l'individu qui est pas bien, il va s'enfermer. Et il va vivre en autarcie dans sa tête, et il va s'étouffer parce qu'il n'a pas d'éléments extérieurs et qu'il vit en cercle fermé. Et notre travail, ça va être justement de réouvrir tous les sens, de l'externaliser, et puis de le décentrer de sa problématique vers quelque chose. Effectivement, on va le distraire, on va lui faire des choses à côté,
qui vont lui permettre progressivement de revenir dans la réalité extérieure. D'ailleurs, j'avais une patiente qui avait bien compris cette problématique et elle a défini ça très très bien. Elle m'a dit un jour, docteur, j'ai compris, il faut regarder par devant soi et pas par dedans soi. Tout à fait. Mm. Qu'est-ce que tu peux dire sur l'importance de se connecter à son corps pour améliorer le psyché? Je pense que on est. Tout à l'heure, j'ai expliqué comment fonctionnait l'engrammation. C'est pareil. Il y a une cascade, c'est-à-dire qu'il y a une pensée. La pensée va donner une émotion, et l'émotion va se traduire par du physique, par le biais du système neurovégétatif. C'est-à-dire que si vous avez peur, vous allez avoir le boule à la gorge, le nœud estomac, les palpitations, le pupille qui se dilate, les cheveux qui se redressent. Et ça, c'est le corps qui le traduit. Donc, en fait, nous sommes un bloc. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas ne pas travailler sur le corps. Alors, on va travailler sur le corps en mitose, en apprenant la respiration, en apprenant le calme, en faisant aussi de la réceptivité du corps, ce qu'on appelle somesthésique. On va réhabiter son corps et on va le reconnecter au cerveau. Et en fait, on s'aperçoit que quand on calme le cerveau, je dis bien on calme, eh bien, le corps va se détendre. Et si on détend le corps, le cerveau va se calmer. Donc, on peut pas les couper. Notre société saucissonne un peu les gens, mais là, vraiment, on est dans une approche globale. Et le corps, on peut pas le négliger. Ça, c'est certain. Tu parles, Jean-Michel, de la société, et peut-être c'est la question qui suit. On est dans une société, et je pense que Thibaut, tu feras le constat avec moi, ultra déconnecté on est vraiment dans le virtuel. On est extrêmement dans le virtuel. On est déconnecté de notre corps dans plein d'activités qu'on va faire. Regardez, la plupart du travail même de bureau, le corps a très peu de place. Finalement, on est devant l'écran, on rentre à la maison devant l'écran, la distraction par l'écran. Est-ce que tu estimes aujourd'hui que cette déconnexion du corps peut amener une fragilisation du psyché aussi ? Certainement, parce que c'est une forme d'enfermement aussi. Tout enfermement mental aggrave toutes les problématiques. Je veux dire, David le traduit bien lorsqu'il dit, par exemple, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Il était dans son enfermement, il était dans sa problématique. Je veux dire, et il a dit, ta main s'appesantissait sur moi. Voici, j'ai confessé mon péché et tu as ôté le fardeau de mon iniquité. Ça répond à la question qui a été donnée. Je veux dire, la parole va libérer, mais aussi la décentration. C'est-à-dire, je sors de mon péché, je me tourne vers l'autre, j'échange. C'est-à-dire que je vis la réalité extérieure. Et c'est un petit peu ça. La maladie, disait Freud, elle rend égoïste. Alors, le mot a une connotation morale. Je préfère dire que la maladie rend égocentrique. Et tous ces systèmes qu'on a aujourd'hui, tous ces systèmes de médias, enferment l'individu dans son internalité, avec la relation avec l'appareil, mais c'est plus un contact réel. C'est plus un contact réel, et c'est une mentalisation. Et donc, il faut faire sortir la personne de son internalisation, où il se coupe avec les autres, où il reste intérieurement prisonnier de sa souffrance. Voilà. Et Vitos, justement, par ce travail de décentration, de réceptivité, tous ces exercices nous ouvrent vers la réalité extérieure. Il va combattre l'enfermement. Voilà. Et ça, c'est important. Et pour nos jeunes qui sont dans un enfermement, lié à tous ces médias, eh bien, je pense que la méthode Vitos est aussi intéressante. Il faut apprendre à réhabiliter le corps. Moi, c'est vraiment, Jean-Michel, dans l'approche vitosienne, quelque chose que je trouve très important à affirmer aujourd'hui. Peut-être qu'il n'y avait pas tant besoin de l'affirmer en 1800, parce que finalement, tout ce qu'on faisait était aussi très manuel, très concret. Mais de le réaffirmer aujourd'hui, c'est essentiel, parce que beaucoup de choses sont déconnectées. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans l'approche. On voit des pathologies psychosomatiques. On voit le corps qui va somatiser aussi, qui va exprimer des fois les mal-être de l'âme qui s'expriment au travers du corps. Et c'est pour ça que je tenais à faire cette émission. C'est pour rappeler qu'on est créé corps, âme et esprit, et que les trois sont liés. Et qu'on peut avoir des fois tendance, même nous évangéliques, à les séquencer, à traiter l'un sujet comme de manière séparée, là où, dans l'expérience, même bibliquement, je considère qu'ils vont ensemble. Et soigner l'âme et soigner le psyché
en se reconnectant à son propre corps, c'est redoutable d'efficacité. Je suis vraiment convaincu aussi de cette approche-là, tout en gardant bien sûr la dimension spirituelle qui n'est pas déconnectée. Mais je trouve que cette vision, alors le mot il peut sonner, il peut mal sonner pour certains, mais c'est juste un mot. Mais cette vision, Thibaut, que tu l'aimes beaucoup ce mot, cette vision holistique du soin, elle est extrêmement importante. Peut-être, qu'est-ce que tu peux dire, Jean-Michel, sur la vision holistique du soin, Alors, même dans ton expérience? Oui, le terme est un peu gênant parce qu'il fait référence au New Age, C'est ça. Étymologiquement, il dit bien ce que ça veut dire. En fait, actuellement, on s'aperçoit que la médecine, elle prend en compte l'individu dans son entièreté, c'est vrai, mais il y a une prise en charge de chaque partie du corps. Vous allez voir le cardiologue, le pneumo, le dermato, mais cette prise en charge me paraît un peu morcelée parce qu'elle est essentiellement symptomatique. Pour moi, l'individu est un tout. Et tous les organes sont reliés entre eux et il y a une interaction fonctionnelle. Et mon corps, il est relié à mon cerveau. Donc, dans la Bible, vous avez vu, vous avez d'abord l'esprit. L'esprit, vous avez la psyché, le psychisme qui est sous la direction de l'esprit. Et l'esprit contrôle le corps, l'âme, qui est la psyché, et ensuite le corps. Donc, il y a une hiérarchie. Avant la chute, c'était esprit, âme et corps. Après la chute, c'est la psyché qui prend le pas sur l'esprit et sur le corps. Et après la conversion, on remet l'équilibre normal, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps. Et en médecine, il y a pas aussi, je trouve qu'on est en train de disperser, on est en train de saucissonner l'individu. On est en train de traiter, je m'aperçois de plus en plus, on traite chaque organe presque indépendamment. Il y a aussi une notion de terrain qui fait partie de la globalité. Donc le psychisme fait partie de la manière de réagir. Tout ça, c'est un seul. On est un seul bloc. Et le problème, c'est de vouloir tout saucissonner, tout séparer. Je veux dire, la notion de terrain est importante parce que chacun a une modalité personnelle de réaction face à la maladie. On ne réagit pas de la même manière. Je prends un exemple. Je ne sais pas, vous avez vu, si vous avez des enfants ou si vous avez vu dans la famille, par exemple, il y a une maladie infectieuse, il y en a deux qui l'attrapent, il y en a un qui est rouge, chaud, il transpire, et puis l'autre, il est pâle, sec. Il est chaud, mais il est pâle et sec. Et ça, c'est la même maladie. Mais c'est pas donc le microbe qui crée la problématique, c'est mon terrain qui réagit par rapport à ce microbe. Et bien là, il faut tenir compte finalement du terrain. Et de même qu'on dissocie trop souvent le corps du psy. Ils sont intimement liés, ne serait-ce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le système neurovégétatif. Donc, pour moi, je suis un partisan, bien sûr, de la médecine globale. Je ne sais pas si vous avez entendu, de mon temps, il y avait un médecin chrétien qui était à la mode, c'était le docteur Paul Tournier. Et il avait créé ce qu'on appelle la médecine de la personne. Et moi, pour moi, c'est important. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que dans mon approche, alors là, c'est reste modeste, j'ai essayé de prendre l'individu dans sa globalité. Donc, si vous voulez, à côté de la psy, j'ai travaillé la médecine hippocratique cartonienne, bon, on y reviendra, l'homéopathie, alors je sais que ça pose des problèmes pour certains, la phytothérapie, donc tout ça parce que ça donne une vision holistique de l'individu. On traite le corps et le psychisme sont traités ensemble, ils ne sont pas dissociés dans ce genre de pathologie. J'ai travaillé aussi sur des régimes, parce que les personnes qui ont des troubles psychiques, généralement se nourrissent mal. Donc c'est important pour moi d'avoir une approche globale de l'individu, esprit, âme et corps. Et comme vous savez que j'étais chrétien, donc je veux dire, je m'occupais aussi, puisque quand il y avait des chrétiens qui venaient, de la dimension spirituelle. Et comme je disais en plaisantant, les chrétiens qui viennent me voir, j'ai enlevé le pôle névrotique de leur foi, mais je ne touche pas leur foi. Voilà. En tout cas, je considère que c'est vraiment très important de le souligner, mais même pour les gens qui vont bien. Moi, je donne un exemple. Depuis que je l'ai lu et que tu donnes des petits conseils, des petits exercices, je fais un petit exercice, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je peux vite avoir des pensées qui vont partir, me disperser, etc. Mais juste refaire l'exercice. Et je trouve que c'est extrêmement efficace, Jean-Michel, mais de refaire l'exercice juste 5 secondes, de se reconnecter à ses sens, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis en train de toucher comme matière, juste questionner quel goût j'ai dans la bouche, mais en 5-10 secondes.
mes pensées sont reconcentrées à nouveau et je peux me reconcentrer sur une tâche à laquelle je dois m'atteler. Et, et se reconnecter à son corps pour pouvoir avoir le contrôle aussi des pensées, enfin, moi, je ne vois pas en quoi ça amène une tension d'ordre spirituel. On est créé corps, âme et esprit. On a tous des fois donné des conseils à des gens. Je vais mal, prie pour moi. On va lui demander s'il a fait du sport, qu'est-ce qu'il mange, comment il dort. Mais pourquoi ? Parce que ça va ensemble aussi. Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je les écoute un petit peu. Je veux faire un état des lieux, voir où ils en sont, Jean-Michel. Ils n'étaient pas gagnés au départ. Hein. Jean-Marie, réagis. Vas-y. Non, mais la méthode Vitos va aider spirituellement. Tu l'as dit, il y a des moments où je suis en train de prier et mon cerveau vagabonde, il part dans tous les sens, je n'arrive pas à le contrôler. Je lis la Bible et mon cerveau s'en va, j'arrive à la fin de la page et je ne sais pas ce que j'ai lu. Donc ça s'appelle une dissociation en fait. Et le travail vitosien, ça va être de revenir. Mais en travaillant par les sens, je calme mon cerveau, j'arrête le tohu-bohu et là je peux être à l'écoute de Dieu. Et là j'entends la voix de Dieu. Hein? La réceptivité me met dans la présence sensorielle, pas émotionnelle, pas cognitive, sensorielle. Et je suis dans l'écoute. Et là, souvent, Dieu est présent, puisqu'il dit qu'il était avec nous jusqu'à la fin. Et on peut accueillir la conscience de la présence de Dieu simplement parce qu'on arrête la pensée. On a quand même beaucoup de croyants qui peuvent aussi des fois vagabonder dans leur... Enfin moi j'en fais partie, quand je dis beaucoup de croyants j'en fais partie dans le travail que je dois faire, etc. Et je pense que ça peut être de très bons conseils même pour effectivement ceux qui ont du mal à lire la Bible, ceux qui ont du mal à juste des fois se reconnecter avec mes sens, avec ce que je... mais c'est de manière très concrète, hein, la sensation de cette table, le froid dans ma main. Alors il y a plein de choses un peu différentes, mais il y a d'abord l'accueil. Tu le présentes comme ça, avec l'accueil, qui est de manière générale, comment je ressens les choses là. Et puis après, ça va être, ok, comment je sens le froid sur ma main droite, ou de plus en plus précis, qui me concentre sur une tâche où je ressente mon cerveau sur quelque chose. Et puis ensuite, moi je dois dire, je l'ai testé du coup, je voulais absolument le tester avant l'émission pendant tout un temps, mais je sens vraiment la différence pour la rapidité pour me reconcentrer. Et simplement parce que, effectivement, on est créé corps, âme et esprit. J'ai l'impression que le discours petit à petit dans l'Église évolue. On dit souvent veiller à la nourriture qu'on va manger, faire du sport, etc. Je pense que petit à petit ça évolue, mais il y a encore un petit peu de chemin. Je voulais vous entendre. Mais par exemple, je pensais, ça me rappelle, sur des aspects comme la décentralisation, ça me paraît très logique et même assez intuitif. Hein. J'ai vu mon épouse qui est maintenant, bon, elle s'en occupe moins, mais elle s'est longtemps occupée beaucoup d'enfants. Et je trouvais, son entourage trouvait toujours qu'elle était très efficace. Par exemple, avec un gamin qui était pris de panique, qui hurle et on sait pas quoi faire avec. Il hurle, personne n'arrive à le calmer. Et tout le monde a été étonné. Elle, en 2 minutes, l'enfant ne pleure plus. Il pleure plus, il est calmé. Parce qu'elle sait, intuitivement, elle sait le recentrer sur autre chose. Elle lui fait prendre conscience de quelque chose d'autre qui est positif ou neutre ou qui est dans son intérêt, qui lui plaît. Et puis d'une chose à l'autre, tac, 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 et des gamins tout rouges qui hurlaient depuis je ne sais pas quoi et que personne ne s'est calmé. Et elle, intuitivement, elle sait Donc tout ce côté-là, ça me paraît être du bon sens, quoi. Après, voilà, je connais pas assez le sujet pour pouvoir en parler plus. Vous avez tout à fait raison. Vitos n'a fait que codifier des choses de bon sens. Hein? D'ailleurs, vous parlez d'éducation, Montessori s'est inspiré largement de Vitos. Ah bah oui, ça ressemble effectivement. Ah oui, Montessori s'est inspiré de Vitos, ça c'est certain. Voilà. Et vous parlez tout à l'heure, la méthode Vitos est un très bon auxiliaire, une très bonne aide dans tout ce qui est troubles de l'attention et troubles de la concentration.
Mais ça, j'en suis convaincu. Et comme dit, au-delà de, puisque le but de l'émission, ça permet de présenter la méthode Vitose, mais au-delà de la méthode Vitose, juste se rappeler, tu utilises le terme habiter son corps. Moi, dans certaines prédications, j'ai parlé de être vraiment, pas juste être là, mais être vraiment ou exister. Mais c'est du vocable. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de ces termes-là parce que c'est pas nos milieux. Mais finalement, c'est l'intention derrière. C'est être dans le moment, vivre l'instant présent avec tous nos 5 sens, avec les pensées, etc., qui a aussi pour moi, qui nous aide justement à être bien avec soi-même. Justement, pardon. Vas-y. On a trop de priorités là. Vivre l'instant présent, c'est bien un des problèmes de notre société. C'est comme on est toujours, nos vies sont hyper remplies, il y a un tas de sollicitations, il y a un tas de trucs à faire et complètement inutiles, mais qu'on pense qu'ils doivent être faits. Et du coup, on est constamment en train de regarder loin devant et on n'est plus dans l'aujourd'hui, justement. Et dans ces moments, enfin, moi, je sais que ça peut m'arriver, justement, d'être dans l'hyper-anticipation et du coup, d'avoir une charge de stress qui est en train de monter parce que tu dis, ah ouais, puis alors, demain, il y a ça. Et après-demain, il faut qu'on organise ça. Et après, il y a ça. Et en fait, alors que je suis assise dans un endroit sympa, il y a un beau rayon de soleil, j'ai un café là dans mes mains et je ne sais pas me dire, ok, ce café, il est bon. Du coup, je me dis, attends, stop, allez maintenant. Vis l'instant, tu as les pieds ancrés dans le sol, ou alors de retourner juste pendant un quart d'heure dans le jardin, aller arracher 3 mauvaises herbes en étant hyper concentré sur un truc précis. 3 en un quart d'heure, t'es pas hyper efficace. J'ai pas envie de voir la tête de ton jardin. Tu connaissais pas la taille des mauvaises herbes. Ouais, vraiment, du coup, c'est du recentrage en fait. C'est ça. Peut-être, est-ce que Jean-Michel, pour l'aspect très chrétien, puisque je le rappelle, tu es un frère en Christ, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur aussi, mais est-ce qu'il y a une manière particulière pour les chrétiens, je vais reprendre ton expression, d'habiter leur corps, corps, âme et esprit. Est-ce qu'il y a une manière particulière, un conseil particulier que tu pourrais leur donner ? Non, pas particulièrement. Pour moi, c'est apprendre à se voir de la manière, à travers de notre intelligence renouvelée, de nos émotions qui sont sous la dépendance non plus de nos pulsions, mais du Saint-Esprit, à travers du fruit. Donc, ça contribue à nous considérer d'une manière saine et équilibrée. Donc, c'est-à-dire vivre en conscience et en présence, comme a dit Caro, je crois. Ouais, voilà. c'est ça. Donc, c'est important. Vivre le moment présent. Parce que souvent, nous sommes dissociés, nous faisons quelque chose et nous pensons à autre chose. Et il n'y a pas de traces mnésiques qui s'inscrivent dans notre tête. Et après, on a des vides dans notre vie. Chaque fois que je vis la chose pleinement, c'est un bon souvenir que je mets. Le bonheur, en fait, c'est une suite de bonnes heures. Donc, chaque fois que je vis une bonne heure, je fabrique du bonheur. Et ma problématique, Vitos disait, vivre les choses, non pas pour les regretter lorsqu'elles ne le sont plus, mais pour s'en souvenir. Chaque fois que je vis quelque chose de beau, de bon, et que je l'enregistre parce que je le vis, et non pas dissocié, parce que je fais beaucoup de choses, je pars d'un point et j'arrive à un autre, je ne sais pas par où je suis passé, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'étais ailleurs. Mais là, si je le vis, ça fait des souvenirs. Et ces choses qui vont nous servir de ressources plus tard, quand j'aurai besoin de moments difficiles, je pourrai me souvenir des bons moments, et c'est très agréable. Et c'est encore une philosophie Vitose, c'est-à-dire vivre vraiment le moment présent pleinement. Et c'est très biblique. Jésus nous dit de vivre l'aujourd'hui. Donne-nous notre pain quotidien. À chaque jour suffit sa peine. Je veux dire, donc, il nous invite toujours à vivre l'ici et maintenant, la présence et la conscience dans la réalité du moment, et pas être dans l'anticipation ou dans le regret. De pas regarder en arrière, sinon on se transforme en statue de sel, c'est-à-dire qu'on reste figé, et pas de regarder dans un avenir avec une anticipation anxieuse. Ne promène pas tes regards inquiets. Donc le Seigneur nous donne à vivre le moment, c'est la seule chose. D'ailleurs, si vous remarquez, le présent, c'est le seul moment où je peux rencontrer Dieu. C'est ça, Oui. c'est ça. Et je dis souvent aussi, c'est le seul moment qu'on a entre nos mains. Hier, on ne l'a plus, et demain, on l'aura jamais. Exactement. Bon, on pourrait vous dire que c'est aussi très New Age, hein. Vivre ici et maintenant à fond, c'est aussi très New Age. Non, mais mais est-ce que je peux vous proposer juste un petit cas, un cas d'étude, parce que je me souvenais d'une. On a un petit fauteuil. S'il faut qu'il s'allonge, on peut l'allonger. Si tu veux, hein, Non, c'est pas moi.
c'est pas moi. Mais je me souvenais d'une histoire d'une dame qui a souffert pendant très longtemps d'un trouble et elle était saisie de crises d'angoisse chaque fois qu'elle voyait une plume. Elle avait une espèce de phobie des angoisses avec des plumes. Et donc, après moult psychothérapie, finalement, on a pu remonter. Et il est apparu qu'elle avait subi une agression sexuelle quand elle était très jeune. Et son cerveau avait enregistré que l'acte s'est produit comme on faisait dans le temps. Il y avait sur les lits, il y avait des gros édredons tout en plumes. Et c'est ça qu'elle s'est souvenue de ce paramètre-là. Et chaque plume qu'elle voit renvoyait de nouveau un stimulus au cerveau qui la ramène à ça. Donc, trouver la cause lui a permis de guérir ou en tout cas bon. Mais admettons qu'elle n'ait pas pu qu'on n'ait pas pu trouver la cause, puisque dans tout ce qui est freudien, on est toujours c'est la découverte de la cause qui est censée apporter la guérison, alors que comment est-ce qu'avec la méthode vitosienne, on pourrait aider cette dame si on n'arrive pas à remonter à la cause? Alors, généralement, pendant qu'on fait des exercices, en vitose, il y a deux aspects. Il y a l'aspect fonctionnel, c'est tout ce que je vous ai décrit, et puis il y a l'aspect psychologique. Souvent, quand on fait des exercices, on va réveiller la mémoire du corps, ou émotionnelle ou cognitive, et on a ce qu'on appelle un cliché qui sort. Souvent, effectivement, le traumatisme, la personne avec la plume, eh bien, à un moment donné des exercices, le traumatisme va ressortir. Donc, c'est une réaction psychanalytique, mais en vitose, c'est pareil. Il y a des souvenirs qui sortent comme ça. Hein. Et une fois, je faisais faire ce qu'on appelle la marche consciente, donc je faisais aller la personne pour réhabiter son corps, pour s'unifier entre le cerveau et le corps, pour revenir à l'ici et maintenant, dans le concret, dans la réalité. Et je lui ai dit, donc vous accueillez vos pieds sur le sol, vous accueillez vos jambes qui marchent, et vous accueillez votre bassin. Et là, grosse crise d'angoisse, pleure. Elle avait refoulé une agression sexuelle, et le fait d'avoir centré sur son bassin a fait ressortir le traumatisme. Alors en vitose, souvent on a des traumatismes qui ressortent, parce qu'on va mobiliser le corps, on va mobiliser le cerveau, on va mobiliser l'émotion. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi réveiller la problématique qui est liée à cette partie du corps qui travaille. Donc, on va donc résoudre la problématique. Alors maintenant, si on n'arrive pas à voir l'origine, parce que des fois, le cerveau a fermé d'une manière très hermétique la problématique, il a encadré, il a enfermé, il a dénié, il a enfoui. Et on peut quand même changer. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire en travaillant sur la réalité, il faut qu'elle accueille la plume, non pas dans ce qu'elle lui renvoie, mais dans ce qu'elle est. C'est une simple plume. Et là, c'est un travail de remise dans la réalité, dans l'ici et maintenant, dans la conscience en présence, que cette plume, c'est pas celle qui était sur l'édredon, qu'elle avait vue sur l'édredon ou qu'elle avait senti sur l'édredon quand elle a été agressée. Oui. Donc il y a un travail de recentration qui est important. J'ai une patiente comme ça qui avait été violentée, abusée pendant toute son enfance dans un pays, enfin dans une ville. C'était une ville du Nord. Et elle avait fui, dès qu'elle avait pu, elle avait fui cette ville. Elle était venue à Marseille et au bout de 7 ans, elle a fait une psychothérapie et elle était toujours hantée par ces abus. Et quoi qu'elle fasse, où qu'elle aille, partout, même à Marseille, il y avait toujours quelque chose qui leur envoyait des abus. Donc on a travaillé en vitose. Alors on ne dénie pas en vitose. On refoule pas, on ne dénie pas. On accueille, on regarde face à face et on décide de dépasser. Ça, c'est ça qui est important. C'est que l'individu, il devient actif. C'est pas quelque chose qui se fait malgré lui. Hein. Le vitose, ça ne marche pas si vous n'êtes pas impliqué. Et donc, il s'est passé une chose, c'est qu'un jour, elle a été rappelée dans sa ville originelle. Et là, c'était une crise d'angoisse. Elle ne voulait pas y retourner, mais elle ne pouvait pas faire autrement. Et quand elle y est allée, elle a travaillé vraiment la présence et la conscience. Et elle m'a écrit une jolie carte en me disant, écoutez, c'est extraordinaire parce que j'ai passé de bons moments. J'ai redécouvert ma ville dans ce qu'elle était et non pas dans ce qu'elle représentait. J'ai redécouvert mes amis, j'ai redécouvert de la famille, et j'ai vécu des choses dans ce que c'était dans le présent et non pas dans la projection que je me faisais où tout était couvert au travers du filtre de l'agression qu'elle avait vécue. Peut-être, Jean-Michel, parce que vous, dans tous ceux qui l'appréhendent, apportent la méthode vitose, il y a des troubles
J'aimerais peut-être venir juste après sur les troubles psychiatriques lourds, parce que j'aurais quand même une question. Mais tu abordes aussi, tu donnes des conseils pour les addictions. On a fait 2 ou 3 émissions, on s'y retrouve sur les addictions. Quels conseils tu peux donner puisque là, alors, est-ce que c'est... Parce qu'il y a aussi de la chimie qui entre en jeu. Avec la libération de la dopamine, de la dépendance. En quoi la méthode Vitose, elle peut être utile pour quelqu'un qui va souffrir d'une addiction? Alors, pour traiter l'addiction, il faut traiter 3 points. D'abord, l'addiction au niveau neurophysiologique, enfin physiologique, on va dire, dépendance, c'est 3 semaines en général. Ensuite, il faut la traiter sur le plan psychologique, comprendre pourquoi je suis arrivé à cette addiction-là. Et enfin, il faut traiter le comportement, parce que j'ai trop vu, on hospitalise quelqu'un, on fait un sevrage et on le rejette dehors sans avoir traité ni le côté psychologique ni le côté comportemental. Le cerveau va vers l'automatisme, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai appris quelque chose, cette chose s'est automatisée au fond de moi. Et donc, chaque fois que je serai en angoisse, chaque fois que j'aurai une inquiétude, chaque fois que j'aurai un trouble, mon cerveau va me renvoyer, par exemple, le besoin d'alcool ou le besoin de drogue, parce que c'est la manière dont il, lui, a résolu. La première fois, quand j'ai pris mon verre de vin la première fois, ça m'a calmé, parce que le vin a une action anxiolytique, à une certaine dose, bien sûr. Et puis la deuxième fois, chaque fois que je suis angoissé, je vais reprendre mon verre. Et nous, on va lui apprendre d'autres réponses. Il faut donner d'autres réponses. Parce que la rechute, c'est quand on n'a qu'une réponse et qu'on retombe toujours dans les mêmes ornières. Nous, on va lui apprendre à donner des réponses différentes à la sollicitation de son angoisse, qui sera différente de l'alcool. Et il y a une chose aussi importante qui va aider, c'est la vision du temps. Nous, on a une vision circulaire du temps. C'est-à-dire que lorsque je fais un régime, lundi, mardi, mercredi, je suis formidable, j'arrive samedi, je suis content, j'ai perdu 1 kilo. Et puis, le dimanche, je suis invité, malheureusement, il y a de trop bonnes choses, et je reprends 500 grammes. Donc, je m'en veux, je me sens coupable, je vais me dévaloriser, et puis, puisque ça fait 10 fois, 15 fois que je rechute, je vais être permissif, donc je vais manger, si je grossis, tant pis, si je meurs, tant pis, et puis, je vais faire ça pendant un certain temps, et puis après, je vais recommencer. Et chaque fois, je repars au zéro. Avec mes patients, j'avais une autre perception, je disais, c'est une perception linéaire. Et là, ça aide énormément. Parce qu'on va travailler sur la culpabilité, on va travailler sur la permissivité. Donc, on va faire une chose. Lundi, mardi, mercredi, je fais mon régime. Samedi, dimanche, je me rate. Et bien, lundi, je continue. Je ne recommence pas. Et vous voyez que psychologiquement, ça a une importance. Je peux tomber 10 fois, mais je me redresse. Si je parcours 500 mètres et que je tombe à 150 mètres, je ne refais pas les 150 mètres. Ils sont faits, ils sont acquis. Je me lève et je continue. Eh bien, dans les addictions, ce principe est intéressant. C'est comme ça que j'ai pas mal de gens qui ont pu arrêter des addictions, cigarettes, alcool, tabac, parce que ils savaient que c'était une ligne à parcourir et que si il y a une résurgence ou une rechute, c'est pas grave, on se relève et on repart. Mais donc ici, l'aspect comportemental. Et Vitose, là, est intéressant pour l'aspect comportemental. Mais donc ici, l'aspect se reconnecter à son corps et tout ça n'est pas pleinement utile. Si je comprends bien, c'est plutôt des axes de Vitose que tu vas appuyer en fonction des personnes en face de toi. Voilà. Parce que le Vitose, je veux dire, c'est quelque chose qu'on adapte à la personne, bien sûr. On part de ce qu'est la personne. Mais effectivement, même pour quelqu'un qui a une problématique effectivement de toxicomanie, au moment où il a l'idée, on va essayer de le décentrer. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. Tu vas le faire concentrer, le faire compter les voitures au rouge. Tu vas essayer de faire passer la phase émotionnelle, la phase de tension, la phase de pulsion. Elle dure pas longtemps. Donc, si on arrive à décentrer, eh bien, hop, elle s'arrête et à ce moment-là, il va gagner. Il va s'apercevoir qu'il est capable de tenir, même s'il tient 1 fois sur 2, c'est pas grave. Avec le temps, il va complètement enlever l'addiction. On arrive petit à petit sur la fin de l'émission, mais j'aimerais pouvoir aborder les limites de la méthode Vitose. Alors moi, j'ai une première question sur la notion de limite. Tu parles d'accompagner des gens schizophrènes, des gens avec des pathologies psychiatriques lourdes. Je me sens particulièrement concerné là-dedans. On sait aujourd'hui que dans la schizophrénie, dans certains troubles psychiatriques lourds, il y a aussi des déséquilibres d'ordre chimique. En quoi la méthode Vitose peut vraiment avoir
puisqu'il y a aussi de la chimie qui est en jeu, et la méthode Vitoz ne touche pas au déséquilibre chimique qu'il pourrait y avoir chez quelqu'un, en quoi la méthode Vitoz, elle va vraiment avoir du fruit, et quel type de fruit toi-même tu as pu voir en l'appliquant sur ce type de patient? J'ai un statut particulier, je suis psychiatre. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de psychiatres, je crois que j'étais le dernier des Mohicans, il y a beaucoup de psychiatres qui sont intéressés à la méthode Vitoz, donc ce sont des praticiens généralement. Et là, bien sûr, au cours de la formation, je leur dis, donc c'est pas votre domaine, la psychose n'est pas c'est pas votre domaine. Ou alors il faut travailler vraiment en collaboration avec un psychiatre. Donc le domaine, c'est tout ce qui est névrose, tout ce qui est nerveux, phobie, obsession, angoisse, psychasthénie, trouble du sommeil, stress, obsessionnel, somatisation. Donc voilà, et par contre, dans tout ce qui est psychotique, alors, si Vitoz a appelé son livre Traitement des psychonévroses par la rééducation du contrôle cérébral. Et bien sûr, le terme de psychonévrose n'est plus employé aujourd'hui, mais si on le prend étymologiquement, il nous donne bien le cadre de la méthode Vitoz. Étymologiquement, psycho, ça fait psychique, névrose, nerveuse. Donc on peut dire que la méthode Vitoz traite les maladies nerveuses d'origine psychique et non neurologique, organique. Voilà. Ça, c'est important. Mais ça peut aider. Je prends toujours l'exemple, par exemple, le diabète. Vous avez deux types de diabète. Il y a des gens qui ont un diabète qu'on appelle gras parce qu'ils mangent énormément de sucre. Et à ce moment-là, on fait un régime et ils sont guéris. Et puis il y a des gens qui ont une problématique avec leur pancréas. Les îlots de Langerhans ne sécrètent plus d'insuline et il faut leur donner des injections d'insuline. Mais dans un cas, vous faites d'abord l'insuline et après vous faites le régime. Et dans l'autre, le régime suffit. Et bien, c'est Vitoz, c'est pareil. Il y a des moments où on fait, quand tout ce qui est fonctionnel, si on fait du Vitoz, ben ça guérit. S'il y a une organicité, eh bien, on fait d'abord un traitement chimique, on fait un traitement adapté, et ensuite, on peut faire du Vitoz parce que ça apportera toujours une amélioration. Ok. Qu'est-ce que tu as déjà vu chez quelqu'un qui a un schizophrène, sur lequel tu as appliqué la méthode Vitoz, par exemple? Qu'est-ce que tu as... Juste un exemple, quelque chose qui t'a marqué. Alors oui, j'ai eu des exemples assez flagrants. Alors là, il faut que je revienne parce que moi, ce qui me semble important, c'est que dans toute pathologie, qu'elle soit névrotique ou psychotique, il me semble qu'il y a certains ont des manifestations qui sont purement fonctionnelles, donc on va avoir des signes psychotiques, mais qui sont ce que j'appelle moi fonctionnels. Et puis il y a des gens qui ont des signes même simples, comme des angoisses, qui sont organiques. C'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement au niveau des neuromédiateurs. Ça, c'est le temps qui me le démontre. Donc j'ai pu prendre en charge des gens qui avaient des hallucinations, et effectivement, chez certains, eh ben, elles se sont arrêtées, et chez d'autres, ils ont pris conscience que ce qu'ils prenaient, eux, pour des hallucinations, quelque chose de réalité, ils ont pris conscience que c'était des hallucinations. Et donc, ils arrivent à vivre avec. Et ils sont recentrés. Le travail, pour nous, c'est de recentrer la personne dans la réalité, dans l'ici et maintenant. C'est une manière d'être au monde. On va réancrer dans la réalité certaines pathologies, comme les psychoses. Dans les troubles bipolaires, c'est extraordinaire. J'ai eu énormément de bons résultats parce que, en travaillant sur la charge émotionnelle est un peu l'amplificateur de la thymie. La thymie, c'est l'humeur. Donc, quand on arrive à contrôler la charge émotionnelle, il y a moins de rechutes ou maniaques ou dépressives. Et donc, là, on diminue le traitement. Et en psychiatrie, c'est pareil. Pour les psychoses, il m'est arrivé souvent de diminuer le traitement parce que les gens avaient conscience de leur pathologie. Voilà, ça c'est important. Enfin, j'aime bien parler en image. Pour les gens qui ont des hallucinations, par exemple, je leur disais, c'est comme si, quand vous rêvez la nuit, vous avez des images, des ressentis, des perçus objectifs, et vous le vivez comme une réalité. Et puis quand vous vous réveillez, eh bien, ça s'estompe et vous revenez dans la réalité. Eh bien, chez les gens qui ont une psychose avec des hallucinations ou un traumatisme mental, c'est comme si le cerveau de nuit ne s'éteignait pas et il y avait le cerveau de jour qui se mettait en route. Et les deux se superposent. Et donc, j'essaie d'apprendre à mes patients à reconnaître ce qui était de l'ordre de l'hallucination, de l'ordre de la réalité. Et donc là, on arrive. Alors, parfois, ça calme tout, effectivement, ils sont guéris. Et parfois, non, mais ils ont conscience, ils prennent leur traitement qui calme le côté hallucinatoire. Et puis, ils travaillent de Vitoz pour se rancrer dans la réalité, dans le social. Voilà. Donc, on a des résultats intéressants. Ils sortent de la phase de déni, au moins, qui est déjà extrêmement alors, il faut toujours, voilà, extrêmement ça, c'est fondamental. Ah oui, non, mais alors, ça ne marche qu'avec les gens qui sont coopérants. Oui, tout à fait. Problème, Donc voilà, n'importe quelle méthode, n'importe quelle pathologie, n'importe quelle médecine, il faut que la personne soit coopérante.
Caro ? Les personnes qui ont des troubles neurodéveloppementaux du style autisme, sans déficience intellectuelle ou des hauts potentiels qui ont quand même du coup des sensibilités et qui du coup sont aussi très souvent confrontés à des problèmes psychiatriques du type dépression, angoisse, etc. Vous avez déjà suivi des gens comme ça? Vous avez des résultats avec des gens qui ont ces profils-là? Alors, très peu. J'avais 2 personnes à très très haut potentiel et avec eux, j'ai travaillé. Effectivement, il y avait un cerveau qui turbinait en permanence. Donc, on a travaillé justement sur ce qu'on appelle les graphiques. Je les ai fait travailler sur des graphiques et lentement, alors ça a pris des semaines pour arriver à faire des choses simples, à revenir à la réalité, revenir à la conscience du corps, revenir à la conscience de la réalité simple, contrôler son cerveau au travers de petits exercices mentaux comme des graphiques qu'on dessine dans sa tête. Et effectivement, j'ai eu de bons résultats. Mais j'ai eu deux vraiment, c'était pas tout à fait ma spécialité, donc je peux pas dire que. J'en ai eu 2 et avec 2 bons résultats. Ça, je peux dire que ça a été intéressant. J'ai eu 2 bons résultats. On arrive sur la fin de l'émission. Est-ce que Thibaut, Jean-Marie, est-ce que vous aimeriez encore réagir ou poser une question ? Sinon, moi, je te laisserai un mot de la fin. Jean-Michel, je te poserai une dernière question pour terminer. Moi, je veux bien réagir. En tout cas, c'est sûr que pour moi, ça me fait toujours un peu peur, ces méthodes. Et peut-être le mot méthode et le fait effectivement de pas connaître. C'est sûr que moi, en étudiant Élie dans son moment de crise, on voit que Dieu l'amène à se nourrir, à dormir, à marcher pendant 40 jours. C'est-à-dire, je crois en ces principes-là, mais qui, pour moi, de mon humble point de vue, sont des principes bibliques et qui sont des choses qui, effectivement, amènent nous amène à effectivement prendre conscience de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Et je suis convaincu de ça. C'est des fois un peu ma peur à moi, c'est qu'on est capable de dissocier d'un côté la foi et ce genre de méthode. Et pour moi, la foi et les Écritures donnent les clés et la solution à tout et contient, je dirais, les clés de tout. Et que j'ai des fois du mal un peu à ce côté où on dissocie les choses. Je pense un peu faire le vide dans la tête, ou j'ai des fois l'impression le Saint-Esprit veut vraiment renouveler notre intelligence. Mais oui, il va aussi utiliser des choses concrètement, mais on compte sur le Saint-Esprit. Donc c'est pour moi, en tout cas, pour être très honnête, en tout cas, c'est peut-être ça un peu qui me met mal à l'aise, sans dire que j'ai rien entendu de foncièrement faux ou comme ça. C'est plutôt dans l'approche. Voilà, voilà. Non, mais c'est parce qu'en fait, on parle de. Là, on focalise sur un point, mais on a dit que c'était beaucoup plus large. C'est-à-dire, quand on regarde le cas d'Élie, c'est intéressant. Élie, il a fait une dépression, peut-être même un burn-out, je pense. Toute la journée, il a lutté, il a été sous pression avec les prophètes de Baal. Et lorsque la chose est terminée, il y a une défervescence et Jézabel le menace et il s'effondre. Hein. Et qu'est-ce que fait Dieu? Eh bien, il fait une décentration. Il ne le renvoie pas chez Jézabel, il l'envoie dans le désert, 40 jours de calme, de repos, tranquillité. Il le nourrit parce que lui, il avait fait vraiment une tentative de suicide, il ne voulait plus vivre, il s'est laissé mourir. Dieu l'a nourri, lui a donné 40 jours de repos, et après il lui a donné d'autres missions. Il a détourné, il a dit tu vas oindre Hazaël, roi de Syrie, et après il lui a donné Élisée comme compagnon. Donc Dieu a fait des choses naturelles. Alors quand je parle de méthode vitose, nous on codifie certains points, mais ce sont des points qui sont naturels. Tout à l'heure, quelqu'un disait mais c'est intuitif. Oui, c'est intuitif, c'est du bon sens. Et Vitose a codifié un bon sens. Il a codifié des choses. C'est comme si vous voulez fabriquer du pain, eh bien, je veux dire, il y a une méthode. Il faut mettre la farine, il faut mettre la levure, etc. Et il y a un ordre et il y a une manière de faire. C'est un petit peu ça. Mais ça ne fait que codifier ce que Dieu a créé. Ça veut dire que c'est pas nous qui créons ça. Nous, on décrypte ce que Dieu a fait et on essaie de le mettre en forme pour que ça soit utilisable. Voilà. Et que ça puisse être transmis aussi. Si c'est pas séquencé, s'il n'y a pas toutes ces choses, c'est sûr que c'est difficilement transmettable. Jean-Marie ?
Oui, alors je poserai une question. Transmissible, transmettable, j'hésitais. Hein. Ouais, ouais. Transmissible, merci. c'est bien. Ouais, transmettable, Mais- ça m'a fait mal. Enseigne. Ouais. C'est presque un peu pour provoquer, hein, mais c'est Oh gentiment non, je pas dis toi, ça. Mais, Jean-Marie, pas toi. mais est-ce qu'on peut se sanctifier par la méthode Vitos? Je veux dire, parce que finalement, chaque comportement de péché qu'on a est toujours une mauvaise réponse à une mauvaise réponse à une mauvaise réception de stimuli et finalement on pourrait si on réagissait simplement correctement à tout, je pense qu'on pêcherait jamais. Mais est-ce qu'on pourrait considérer que la méthode Vitos peut contribuer à la sanctification? Alors, il faut savoir une chose. La méthode Vitos, comme n'importe quelle technique, amène le calme et le contrôle émotionnel et comportemental. Mais ça n'apporte pas la paix. La paix, c'est relationnel. La paix, vous ne pouvez l'avoir qu'avec la relation avec Dieu. Donc, la paix, c'est relationnel. J'ai la paix avec Dieu, j'ai la paix avec moi, j'ai la paix avec mes voisins, j'ai la paix avec mon épouse, j'ai la paix avec mes enfants, mais c'est relationnel. Donc, la paix, moi, je ne peux l'avoir que quand j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que Dieu me donne par son Saint-Esprit cette paix, la paix entre lui et moi. Et donc, la méthode Vitos ne nous amènera jamais la paix. Aucune technique nous amènera la paix. La technique me permet de contrôler mon cerveau et d'arriver vers le calme. Donc, en fait, c'est pas exclusif avec la spiritualité. Et puis, je veux dire, il n'y a pas un moyen qui va vous mener à un endroit. Il y a autant d'individus, autant de chemins. Et Dieu, s'il n'y a qu'un seul chemin entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Je veux dire, nous, on n'a qu'un chemin, mais Dieu, il emploie tous les chemins pour venir à nous. Jean-Michel, merci beaucoup. Je veux te laisser avec le mot de la fin. Encore une fois, le but de cette émission, c'était entre autres, ça me permettait moi de présenter ce livre, de pouvoir faire revenir Jean-Michel sur le plateau, de parler un petit peu de la méthode Vitos. Mais au final, peut-être que vous, l'approche vitosienne de la chose vous dérange. Pas de problème, il n'y a pas de souci avec ça. L'essentiel pour moi, c'est vraiment de comprendre qu'on est créé corps, âme et esprit. Et c'est vraiment le fond de cette émission. Et que si on est connecté avec soi-même, corps, âme et esprit, beaucoup de choses aussi s'améliorent. Ça nous permet d'être attentifs à la voix de Dieu, comme tu le disais Jean-Michel. Je voulais te laisser juste le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais ou qu'est-ce que tu aurais à dire pour les églises? C'est un discours qu'on n'entend pas beaucoup dans les églises de cette manière-là, mais pour l'encourager à aller de l'avant et au devant de toutes ces choses-là. Je pense que, bon, je dirais qu'il ne faut peut-être pas tout spiritualiser. Hein, je veux dire, il faut bien différencier ce qui est de l'ordre de l'âme, de la psyché, et ce qui est de l'esprit. Donc et là, il faut un discernement, je pense. Et puis, il faut aussi qu'on apprenne à reconnaître la souffrance psychique. Hein. Il y a une dimension psychologique, il y a une dimension physique dans la souffrance, mais qui n'est pas obligatoirement liée à une possession ou à une influence. Je veux dire, quand vous lisez l'évangile de Jean, plus Jésus approche de la croix, et plus Jean dit souvent, il dit, Jésus fut troublé. Alors ces termes sont rapportés plusieurs fois. Après même Jésus a des angoisses, donc à l'idée qu'il attendait, mais c'est tout à fait légitime. Il savait ce que c'était qu'être crucifié, il a vu des gens crucifiés, il sait ce que c'est. Donc on peut dire que Jésus, même s'il était troublé, même s'il avait des angoisses, je veux dire, il était ni sous l'influence démoniaque, ni possédé. Il dira même mon âme est triste jusqu'à la mort, et c'est pas l'expression, c'est l'expression d'une douleur morale, c'est pas l'expression d'une possession. Et dans la Bible, il y a de nombreuses personnes qui ont connu des troubles psychiques, et même psychiatriques. Vous avez parlé d'Élie, David a connu la dépression. Quand vous lisez le psaume 102, je veux dire, c'est un cas d'école sur la description de la dépression. Là, on peut pas faire mieux. Je veux dire, Job, il a eu des angoisses dévorantes. On pourrait penser qu'il était dans un état de stress post-traumatique après ce qu'il a vécu, hein, on peut le dire. Mais à aucun moment, on parle de possession ou d'influence possession sur Job, même si c'est le malin qui a provoqué les troubles. Hein, voilà. Le seul, c'est là où il faut un peu de discernement. Saul est bipolaire, il est paranoïaque. Bon, il souffrait de jalousie maladive, et avec des phases de mélancolie profonde, des phases d'exaltation. Alors lui, oui, a ouvert l'esprit, il a ouvert la porte à un mauvais esprit. Et c'est pour ça qu'il faut un discernement. Donc la souffrance humaine, elle existe. Et il faut la considérer dans ce qu'elle est. C'est pas une possession, c'est notre statut d'être humain. On a une souffrance. Et cette souffrance, d'ailleurs, on a remarqué, on a fait neurologiquement, on s'est aperçu que la souffrance physique et la souffrance psychologique étaient au même endroit, avec les mêmes sites dans le cerveau. Donc ça, c'est intéressant à considérer. Donc si on veut accompagner, eh bien, il faut d'abord la souffrance, il faut d'abord la reconnaître.
Hein. Il faut que les gens acceptent qu'il y ait des souffrances physiques, qu'il y ait des souffrances psychologiques qui sont différentes des souffrances spirituelles, enfin de la dimension spirituelle. Mais nous sommes un tout. Donc on peut pas... ce que je vous propose, moi, c'est le traitement psychique. Après, on peut l'élargir à la dimension spirituelle. Et là, Dieu peut délivrer. Je suis croyant, je crois au miracle, je crois à la puissance de l'esprit. Donc, c'est pas incompatible pour moi. Moi, je m'occupe de ma partie psychologique. Chacun sa Et je vous part. donne des réponses dans la partie de la psyché. Et merci beaucoup Jean-Michel. Moi je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Le royaume de Dieu est très large. L'Église est belle justement par sa diversité et elle est riche de sa diversité. Donc merci beaucoup Jean-Michel pour le temps que tu as consacré, le temps aussi que tu as pris pour nous en parler, à certains aussi néophytes qui découvrent. Donc moi je trouve ça riche, ça nous aide à réfléchir. Des fois ça nous challenge aussi dans des certitudes qu'on peut avoir, mais ça peut nous aider à grandir, à progresser. J'aimais qu'on puisse terminer par la prière et je vais demander à Thibaut s'il veut bien prier. On jugera de ce qu'il a compris en fonction de sa prière. Mais tu fais une prière holistique. c'est le petit test, test final. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, merci d'être là. Merci vraiment parce que c'est toi qui connais nos cœurs, c'est toi qui nous as créés, corps, âme et esprit. Alléluia. Et merci parce que tu as une réponse, Seigneur Jésus, pour notre corps, pour notre âme et notre esprit. Tu nous as régénérés. Et merci, Seigneur Jésus, vraiment de nous aider, Seigneur Jésus, à trouver en toi des réponses. Mais merci d'avoir donné également, Seigneur Jésus, des frères, des sœurs, Seigneur, des médecins, Seigneur Jésus, qui nous aident, Seigneur Jésus, qui nous aident à trouver des réponses. Et je prie vraiment que tu aides tous mes bien-aimés qui nous regardent, qui souffrent. Tu connais leur souffrance. Je prie vraiment qu'ils puissent demander de l'aide, Seigneur Jésus, vraiment trouver de l'aide en toi, mais s'ils doivent rencontrer quelqu'un qui pour les aider, les accompagner, alors ouvre les portes, Seigneur Jésus, et que mes bien-aimés soient guéris, corps, âme et esprit. Guéris, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, ta fidélité. Merci d'être ce Dieu qui nous aide, Seigneur Jésus, à comprendre, Seigneur, tous les enjeux. Seigneur, il y a beaucoup d'enjeux. Seigneur, aide-nous à les comprendre, à ne jamais t'oublier, toi, de l'équation. Merci pour ces méthodes, pour les médecins, tout ça. Mais donne-nous de ne jamais oublier que tu es notre sauveur. Tu es notre Seigneur, tu es notre médecin, tu es celui qui a réponse à tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup. Merci à tous les trois également de ce partage qui, je l'espère, sera édifiant pour chacun d'entre vous, chers amis. Peut-être prenez le temps de l'écouter en 2 fois, de vous reprendre des notes. Je vous le redis si le livre vous intéresse. La méthode Vitos du docteur Jean-Michel Fabrizio aux éditions Pierre Tecky, éditeur. Donc, je vous invite vraiment, si le sujet vous intéresse, à vous nourrir de cela aussi. C'est un très bon livre. Soyez bénis, à très bientôt. Ciao, ciao.